Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue et merci d'être avec nous cet après-midi. On va discuter aujourd'hui donc des arnaques dopées à l'IA. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour en discuter avec nous Antoine Bajolet, RSSI du groupe ENER, mais surtout vous êtes ici aujourd'hui en tant que co-animateur de l'espace RSSI du Clusif. Également avec nous Jean-Baptiste Roux, VP International Sales de SoSafe. Et enfin, Philippe Loudneau, directeur de la stratégie cyber de Forcom Blue Files. Merci beaucoup à tous les trois d'être avec nous cet après-midi. Vous évidemment, on sait tous qu'on fait face depuis quelques temps, mais surtout depuis le boom des IA génératives, à le développement tous azimuts d'arnaques d'un nouveau type. Dopé à l'IA, donc on parle de deepfake, de deep voice, de phishing, plein d'autres choses sympathiques dont on va avoir le plaisir de discuter ici. Nouvelles techniques qui donc utilisent l'IA, qui sont nourries, dopées à l'IA pour générer des voix, des textes, des vidéos, des images aussi vraies que nature, presque indétectables. On a tous en tête le cas de cet employé à Hong Kong qui avait, grâce à une technique d'arnaque au président particulièrement sophistiquée et aidée par l'IA, a, je crois, versé 24 millions d'euros. Voilà, elles sont sans doute directement dans sa poche d'ailleurs. Voilà, des arnaques de plus en plus sophistiquées, aux impacts de plus en plus retentissants. Et donc la question, ça va être de savoir concrètement, quelles sont les techniques et les technos et lesquelles briques d'IA servent à alimenter, à nourrir ces différents types d'arnaques, quelles formes elles prennent concrètement et quels impacts aussi ça peut avoir. On va essayer de voir aussi rapidement, même si dans une peut-être seconde partie, comment on peut s'en prémunir. La technologie est une solution, mais pas seulement. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, donc voilà tous les beaux sujets qu'on va aborder. Et je vais commencer avec vous, Antoine. Vous avez mené au sein du Clusif une enquête auprès des membres de l'espace RSSI sur ce qu'ils percevaient être les principales menaces liées aux arnaques dopées à l'IA. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude? Quelles sont les grandes menaces qu'ils ont identifiées? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos découvertes? Merci. Bien, en fait, bonjour à toutes et à tous. Au sein de l'espace RSSI, donc, nous avons mené une enquête auprès des membres par rapport à leur perception du risque de ces arnaques, menaces dopées à l'IA. On les connaît. En tout cas, il y a une liste un petit peu limitative de ces menaces qui peuvent être augmentées par l'IA. Le phishing, le spear phishing, les fraudes au président avec l'impersonnation de double virtuel fictif, mais également les déstabilisations publiques qui seraient boostées par des contenus créés par l'IA et qui viseraient à entamer la réputation d'une entreprise pour une opération bien déterminée, et puis le fait d'avoir du hacking, de la pénétration de système faite à grande vitesse et de manière complètement exhaustive, donc boostée par l'IA. Ce sont des menaces dont les autres conférences ont déjà parlé. Ce que nous avons cherché à savoir, c'est la perception du niveau de risque par les RSSI, donc par nos confrères, de ces différentes menaces. Et il apparaît qu'entre, on va dire, le phishing généraliste, qui va se retrouver effectivement fortement amélioré en termes de discours, d'orthographe, de qualité des logos, et d'un côté, et puis de l'autre côté, des fraudes, par exemple des fraudes au président ou à la manipulation d'un COMEX à travers des réunions fictives. Eh bien, entre les deux, la menace qui est perçue comme la plus critique par les RSSI est le spear phishing dopé à l'IA, la capacité de pouvoir générer des spear phishing à grande vitesse et en grand volume, par exemple, à partir d'un email, de récupérer des éléments de contexte automatiquement dans les réseaux sociaux et donc d'adapter automatiquement les messages de phishing et donc de faire du spear phishing en masse. Et puis, également, par exemple, vous connaissez peut-être cette attaque en phishing que l'on nomme Picabot, où des contenus complets de boîtes email et de fils de discussion sont dérobés dans des boîtes email piratées, et les participants à la conversation reçoivent des réponses
à des fils de discussion qu'ils connaissent déjà. Mais aujourd'hui, la réponse est complètement hors contexte du fil de discussion précédent. Et ce que l'on craint, c'est que ces nouvelles campagnes de phishing réutilisent des fils de discussion de messagerie volée et fassent un message de phishing complètement contextualisé avec le contenu précédent et réenvoyé avec un contenu malveillant. Et ce qui rendrait en fait ces campagnes de phishing beaucoup plus crédibles, beaucoup plus difficiles à détecter, parce que les cibles recevraient un message complètement contextualisé qu'ils reconnaîtraient et donc qu'ils les inciterait à cliquer sur le lien ou à ouvrir la pièce jointe. Et en revanche, la déstabilisation publique est vue comme une menace moins importante. Et enfin, une menace extérieure qui serait plus de l'ordre de la déduction de la stratégie à long terme de mon entreprise par tout ce qu'elle publie sur les réseaux, les acquisitions qu'elle fait, les opérations publiques qui seraient utilisées à travers ces éléments d'information qui seraient utilisés par une IA pour en déduire ma stratégie à long terme et permettre à un concurrent de me devancer, vu comme un risque là beaucoup plus lointain et beaucoup plus hypothétique. Donc différents niveaux de risque selon le type d'arnaque envisagée. On voit bien qu'il y a deux volets finalement. Il y a toutes les technologies qui servent à mieux tromper et puis il y a celles qui permettent de mieux diffuser et plus rapidement et plus massivement. Et ces arnaques, on l'a vu, elles font appel à différentes techniques et technologies. On a parlé de clonage vocal, de deepfake, quel que soit le nom qu'on veut leur donner, mais qui finalement servent, on a parlé de tromperie, donc qui servent toutes les techniques d'ingénierie sociale finalement, qui servent un peu à tromper le cerveau humain. C'est quelque chose que vous connaissez bien chez SoSafe. Vous avez publié, je crois, une étude sur ce sujet récemment. Quelles sont les grandes tendances que vous avez pu observer? Quelles sont ces techniques et ces technologies qui servent à justement tromper et qui sont mis au profit de ces arnaques de PLIA? Oui, bonjour à tous. D'une part, donc juste un élément de contexte pour ceux qui ne connaîtraient pas encore SoSafe, mais ça ne saurait tarder. Nous sommes une plateforme de sensibilisation à la cybersécurité. On doit avoir à peu près 4 millions d'utilisateurs de notre plateforme en Europe, et donc on est, autant que faire se peut, très au fait des différentes tendances du crime cyber, d'où le document que certains d'entre vous auront peut-être récupéré, qui donne 8 grandes tendances pour 2024, dont la première d'entre elles, sans surprise, est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc bien évidemment, c'est un sujet qu'on suit de près. Et en rapport avec ce qui vient juste d'être dit, j'aurais tendance à dire, effectivement, ce qui est la tendance la plus évidente actuellement, c'est tout ce qui est initiative autour du spear phishing. Je pense que le spear phishing reste un vrai grand sujet. Alors, on a mené d'ailleurs par rapport à cela, et je pense que le retour d'expérience sera intéressant pour tout le monde, des comparaisons à savoir quel était l'impact d'initiatives de spear phishing faites via un outil d'IA générative comme ChatGPT versus ce qu'on pouvait demander à nos propres experts, puisque nous avons des experts qui génèrent des simulations de phishing en permanence, et de voir, entre guillemets, l'efficacité des deux dispositifs. Et on s'est rendu compte, et donc bien évidemment, travailler ça sur un échantillon représentatif de collaborateurs, et de voir les taux de clics, les taux d'interaction qu'on obtenait versus quelque chose qu'on avait généré via nos équipes versus ce qui avait été généré par l'IA générative. Et malheureusement, j'ai pas une bonne nouvelle, c'est que les taux de clics sont quand même très comparables. Et ce qui n'est malheureusement pas du tout comparable, c'est le rythme de production qui peut être attendu d'experts issus de nos équipes versus l'IA générative. À savoir que via un outil d'IA générative, vous pouvez générer beaucoup plus, je dirais, d'initiatives de spear phishing que qui que ce soit d'autre pourrait le faire sur un plan humain. Donc cela veut dire quoi ? Ça veut dire que, bien évidemment, tout email de phishing, maintenant, va devenir de plus en plus personnalisé. Et il va falloir, une bonne fois pour toutes, avoir un sens extrêmement critique autour de ça, parce que ça va devenir, je dirais, le lieu commun pour tout le monde en termes d'exposition à ce type d'initiative. Donc ça, c'est malheureusement, par rapport aux risques identifiés par les RSSI, une réalité. Et on voit apparaître des choses en termes d'ingénierie sociale qui sont aujourd'hui redoutables.
Et je mets au défi bon nombre d'entre vous dans cette salle, et moi y compris, d'arriver à les détecter tellement c'est personnalisé et pertinent en rapport avec votre actualité. Donc ça, c'est bien évidemment une tendance de fond et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et puis bien évidemment, il y a bien sûr de nouveaux éléments qui aujourd'hui permettent de générer sur la base d'un échantillon audio, je dirais, un message vocal totalement personnalisé avec une voix qui a été synthétisée sur la base d'un échantillon de quelques secondes. On peut faire parler n'importe qui dans n'importe quelle langue et c'est absolument bluffant de vous entendre parler toutes les langues du monde comme ça du jour au lendemain. Et donc, bien évidemment, ça a mis, je dirais, au service de toute attaque de phishing que vous pouvez imaginer, hein, des appels simulés via des voix qui auront été synthétisées, voire même jusqu'à aujourd'hui, on voit certaines MFA qui travaillent sur de la reconnaissance vocale pouvoir tromper un MFA basé sur une reconnaissance vocale. Aujourd'hui, c'est tout à fait faisable. Et puis après, vous avez... je dirais, à rajouter à tout cela, bien évidemment, tout ce qui est manipulation d'images. Qui n'a pas vu en termes de désinformation des images absolument bluffantes. Encore, pour ceux qui l'auront vu, elle m'a effrayé, cette image d'un haut dignitaire ukrainien qui, vendredi soir dernier, annonçait à la télé russe qu'ils avaient passé une très bonne soirée, qu'ils avaient fait la fête suite à l'attentat qui avait eu lieu dans la salle de concert, et on sait tous que c'était bien évidemment quelque chose de totalement manipulé, mais malheureusement extrêmement réaliste. Voilà, donc tout ceci se combine aujourd'hui. J'ai personnellement beaucoup plus de crainte autour de ce que le spear phishing et les génératifs peut générer, au moins en termes de volumétrie. Maintenant, sur certaines choses ciblées, bien évidemment, les manipulations de l'audio et de la vidéo vont devenir extrêmement impactantes également. Et alors, il y a ces arnaques et ces attaques de différents types, elles exploitent aussi ce phénomène qui est assez propre à l'IA, mais le phénomène d'hallucination. Philippe Loudneau, est-ce que vous pouvez nous en parler et essayer un peu de comprendre, parce que finalement, ce phénomène risque d'augmenter avec les IA génératives. Quels sont les risques ? En fait, bonjour à toutes et à tous. En fait, une IA, elle va être alimentée déjà par des bases de connaissances. À partir du moment où vous lui donnez des informations qui sont fausses, c'est comme un gamin. Si on lui donne de mauvais éléments à la base, il va continuer à les porter et avoir un mauvais jugement à un moment donné. Donc là, aujourd'hui, moi, dans les piratages que j'ai pu voir avec de l'IA, c'est d'essayer d'accompagner des développeurs avec des parties d'algorithmes qu'on peut retrouver sur du GitHub ou autre, mais qui sont fausses. Et voire même qui offrent des portes dérobées, ce qui est vachement plus facile après pour un pirate, quand il a les clés et qu'il a la porte, de rentrer, de s'installer, et puis après de commettre des méfaits. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment cette grande difficulté, c'est de, à un moment donné, savoir est-ce que l'information qui m'est donnée est vraie ou pas. Est-ce qu'elle est derrière malveillante ou pas, parce qu'elle peut être vraie, mais malveillante. On a vraiment tous les cas de figure. Et ce qui a été indiqué également, déjà, c'est que ça se fait, quelle que soit la langue, ça se fait, quel que soit, je dirais, l'individu ou le secteur d'activité que l'on va opérer ou que l'on veut opérer. Et quelqu'un de malveillant, aujourd'hui, peut utiliser l'IA. Et je dirais, ça se fait depuis de tout temps. L'homme, malheureusement, est toujours très inventif quand il s'agit de détourner de façon malveillante les choses. La seule petite nuance que j'apporterai avec l'IA, c'est qu'aujourd'hui, ça a été signalé, mais c'est décuplé. Ça va à une vitesse mais extraordinaire. Et aujourd'hui, faire des fausses voix, faire des fausses images, donner de fausses informations, je dirais c'est simple comme un coup de clic. Et quelles sont les tendances? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour... parce que là, on est au tout début de ce mouvement, finalement. Comment est-ce qu'on peut l'imaginer évoluer? Alors, dans ces cas-là, je vais paraphraser Winston Churchill, attendez-vous au pire. Malheureusement, ça n'a de limite que l'esprit humain, qui en plus va entraîner des machines qui elles-mêmes vont réfléchir à être malveillantes. Et là, c'est puissance exponentielle, et ça ne va pas s'arrêter. Donc là aussi, derrière, c'est garder un sens critique sur tout ce qui est amené par l'IA. L'IA est un très bel outil. Malheureusement, comme tout outil est très bel outil, il y a toujours un contournement et une déviance sur leur utilisation. Antoine, on l'a un petit peu évoqué avec Philippe, mais finalement, au-delà des menaces externes, on va dire, il y a aussi des risques qui sont liés aux des mauvais usages ou des négligences
de l'IA, parfois volontairement, mais qui peuvent venir de l'interne aussi. Quels sont les risques là, que vous avez pu identifier dans le cadre de toujours cette même enquête? Alors, on s'éloigne du pur domaine des arnaques dopées à l'IA. En revanche, pour les risques dopés par l'usage de l'IA, eh bien, et là on parle des risques qui sont induits par l'utilisation interne de l'intelligence artificielle. Mes confrères et moi-même ne sommes pas en reste pour anticiper des risques qui, là, pour le coup, n'ont rien à voir avec la malveillance, mais avec l'usage, on va dire, naïf ou incontrôlé de l'IA générative. Déjà, on parle... une IA, pour fonctionner, elle a besoin d'un grand jeu de données, l'IA générative en tout cas, et elle va être le plus pertinente possible quand on va l'alimenter avec le maximum de données de mon entreprise. La difficulté, c'est si j'utilise ces éléments de sortie de l'IA générative qui viennent de toutes mes données d'entreprise et que j'ai mélangé sans discrimination mes données internes simples, mes données publiques et mes données confidentielles pour alimenter mon modèle. Et si après j'utilise ce même modèle pour répondre par exemple sur un chat de service client, mais que j'y ai mis des données, sans le savoir, des données confidentielles, eh bien, il est possible que mon service client commence à répondre à des questions par des données confidentielles. Et ça, c'est un risque qui est quand même difficile à anticiper parce que les utilisateurs eux-mêmes ont parfois des difficultés à classifier et à catégoriser la donnée qu'ils manipulent. Alors, en plus, pour demander à l'IA d'être précautionneux sur certaines catégories de données, ça peut être particulièrement compliqué. Et d'autre part, eh bien, sur l'usage de l'IA, eh bien, il y a des choses qui peuvent amener des risques là qui n'ont rien à voir non plus avec l'arnaque. J'utilise de l'IA générative, par exemple, au service marketing pour créer des visuels, mais je ne sais pas que l'IA a réutilisé de la propriété intellectuelle d'un artiste assez pointilleux sur l'usage de ses œuvres et qui va m'attaquer en justice pour détournement d'œuvres ou usage de sa propriété intellectuelle, alors que, de mon côté, je n'ai fait qu'utiliser un outil grand public dont je me dis que j'ai un droit d'usage quasiment domaine public des visuels générés. Et ce ne serait pas le cas. Et puis, autre menace, celle qui est liée à des usages qui seraient interdits, par exemple, par le RGPD pour prendre des décisions juridiques, pour accorder un bon de réduction ou pas, ou une réduction sur un vol. C'est un effet juridique. Air Canada s'est fait avoir là-dessus. Mais même pour moi, pour prendre une décision d'accorder ou non un crédit ou une assurance dans notre domaine qui serait basée sur des données liées à la personne en question. Et que mes métiers utiliseraient ou se lanceraient dans le shadow IA, comme on l'a déjà vu, comme on l'a déjà entendu ce matin, et de manière bien un petit peu inconsidérée et entraînant en fait des violations de lois et règlements. En revanche, en tout cas aujourd'hui chez les RSSI, alors que ça se développe malgré tout dans les équipes de développement, l'usage très étendu de code généré par l'IA est vu comme un risque moins important par les RSSI, en considérant que les développeurs ont quand même contrôlé les bouts de code qu'ils intègrent, et en tout cas qui arriveraient moins rapidement. Vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord, Philippe. Ah, si. Non, complètement d'accord. Justement, c'est là où c'est un petit peu dramatique, c'est qu'en plus, aujourd'hui, le nombre d'informations... Alors moi, je rejoins une entreprise aujourd'hui qui fait de la protection de l'information. Ça me semble un petit peu désuet dans le monde de la cyber, parce que tout le monde parle de la protection des contenants. On se moque complètement du contenu. Mais c'est là où ça devient dramatique. C'est qu'aujourd'hui, des contenus sensibles d'entreprise sont mis en pâture dans l'IA, que l'on va demander des travaux, éventuellement, d'analyse juridique, d'analyse médicale. Je viens du monde de la santé, c'est quelque chose que je connais bien là-dessus. Si à un moment donné, il y a un biais, une hallucination ou n'importe quoi, imaginez les dégâts que ça peut faire. Et les fuites d'informations, déjà, toutes les entreprises, il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre, toutes les entreprises. Vous faites des petites recherches simples sur Internet, sur votre moteur de recherche préféré, vous trouvez des documents, mais c'est juste hallucinant. Les gens épanchent
complètement et s'épanche complètement sur les données sensibles de l'entreprise. Et on oublie que la data est importante. L'IA se nourrit de quoi? Elle se nourrit de la data et des données. Et ce qu'indiquait Antoine à un moment donné, en tout début de propos, vous voulez faire du spear phishing? Alors là, vous remontez tout ce que vous voulez en information sensible, savoir quelle bonne personne toquer, quel est le sujet de prédilection, et après, il ne faut pas s'étonner quand les tentatives de phishing passent parce que le sujet est adéquat, les personnes adressées sont adéquates, les sources et les références citées sont bonnes, et bien là, bingo, c'est gagné pour le pirate. Parce que finalement, et c'est pas le cas juste pour ce type d'arnaque, mais des usages pas forcément malveillants, mais juste un peu négligents, peuvent être utilisés sans le savoir de celui qui l'a promis, pour des attaques d'un autre type. Donc finalement, c'est là que se rejoignent un petit peu vos deux parties, Antoine. Voilà, les deux sont pas complètement liés, même si effectivement, ils sont complètement liés, même si on s'éloigne un petit peu du sujet. Je croyais que vous vouliez réagir. Non, je voulais simplement compléter en disant que, bien évidemment, encore une fois, l'humain se retrouve au centre de ce dispositif, et c'est bien évidemment lui qui va devoir, lui en tant qu'humain et organisation, je dirais, qui manège des humains, qui va devoir effectivement arbitrer par rapport à ce qui pourra être fait, de ne pas être fait. Et je crois qu'il va falloir respecter quand même le bon ordre des choses, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux de la pédagogie, c'est-à-dire avant d'imaginer sanctionner qui que ce soit par rapport à des usages inappropriés, déjà leur expliquer ce qu'il faudrait faire, où sont les menaces, mettre en place des mesures de gouvernance en rapport avec des sujets de ce type, et l'usage, je dirais, sans limite d'une IA générative aujourd'hui en entreprise, c'est juste une hérésie. Donc il va falloir bien évidemment créer un contexte favorable au fait que la donnée soit exploitée correctement, et puis aussi toujours rappeler à l'individu qui est un collaborateur à un moment ou un autre qu'il est aussi citoyen à titre privé, et que la frontière entre le privé et le public existe, enfin entre le privé et le professionnel existe peut-être dans votre esprit, mais certainement pas dans celui des hackers qui vont continuer de se faire un grand plaisir de mêler tout ça et de vous menacer en rapport avec ça. Donc le changement de comportement de l'humain est une urgence absolue en rapport avec ça, tout en mettant bien évidemment des garde-fous de gouvernance et technologiques associés. Et technologique, justement, qu'est-ce que ça peut être? Parce que est-ce qu'on est vraiment en mesure, est-ce que finalement le sens critique et la sensibilisation, la pédagogie qu'on pourra mettre au service d'une meilleure réaction, d'un meilleur comportement humain, est-ce que ce sera suffisant face à des attaques toujours plus sophistiquées et toujours plus indétectables finalement? Alors, je crois qu'il faut, cette IA va être une opportunité d'accélérer l'ensemble des dispositifs de sensibilisation des collaborateurs à cette thématique. Ce que je veux dire par là, c'est que expliquer quelque chose, les entraîner via des simulations, c'est bien comme une première étape. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il est de générer une culture de la sécurité dans l'entreprise et au travers de ça, de changer durablement les comportements des collaborateurs. Donc par rapport à ça, il faut bien évidemment mettre en place des dispositifs qui vont aller au-delà de simplement expliquer et entraîner, mais aussi pouvoir constater au fur et à mesure du temps les changements de comportement. Et tout cela passe du fait on vous demande de faire quelque chose à spontanément je fais quelque chose qui va dans le bon sens, jusqu'au moment où je le fais tellement souvent qu'on en arrive à considérer que je fais maintenant partie de la culture de la sécurité. Et l'IA ne va pas échapper à tout ça. C'est-à-dire que c'est pas l'IA qui nécessite ça. On aurait eu besoin de ça de toute façon sans l'IA, mais l'IA va être un accélérateur parce que si on ne le fait pas urgemment, on court à des catastrophes sans nom, vu ce que l'IA va permettre de générer en termes de volumétrie. Donc ça ne fait qu'accélérer ce phénomène dans lequel on est aujourd'hui et sur lequel certaines entreprises dont nous faisons partie essayons de nous positionner, c'est de dire, voilà, l'enjeu, c'est la culture de la sécurité, l'enjeu, c'est changer les comportements durablement. Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre en termes de dispositifs pour aider tous les collaborateurs de l'entreprise à le faire dans une sphère professionnelle, mais aussi d'apporter ça dans une sphère personnelle. Et qu'est-ce qui serait nécessaire donc sur le plan technologique? Alors je crois que ça n'existe pas tout à fait encore malheureusement. Je crois qu'il y a des tests en cours sur des algorithmes qui seraient capables justement de permettre à l'IA de contrer l'IA, mais on n'en est pas là encore aujourd'hui. Mais de quoi a-t-on besoin technologiquement justement pour faire face à ça? Question piège, je ne sais pas lequel veut répondre.
Alors déjà, même si quand même il y a quand même une petite lueur, une lueur d'espoir qui subsiste sous les nuages, c'est que les arnaques d'OPA-LIA vont utiliser quand même les mêmes canaux qui sont utilisés par le phishing ou le spear phishing aujourd'hui. Donc des choses aussi simples et aussi basiques que la réputation des domaines, le nom de domaine, l'expéditeur, ça reste tout aussi valide, même si le contenu a été boosté par une IA. Il n'empêche que si on attend un mail de Microsoft et qui ne vient pas des domaines de Microsoft, eh bien, on sera toujours capable de le classifier comme malveillant. Et ça restera basique. Il faut juste que ces moteurs de réputation soient capables d'accompagner la vitesse à laquelle peut-être des nouveaux noms de domaines malveillants vont pouvoir être générés eux-mêmes par exemple par IA. Ça, c'est la première chose. Et de même pour les moteurs de détection de logiciels malveillants, parce qu'à la fin, l'IA, les arnaques par l'IA visent le même résultat, se faire confier des authentifiants, pénétrer un système, faire ouvrir une charge malveillante par l'utilisateur. Ça ne change pas. Ou lui faire faire une action qui est souhaitée, comme effectuer un virement à l'international pour soi-disant racheter une filiale à l'étranger. Ça ne change pas non plus. C'est-à-dire que quand même vis-à-vis de la communauté des RSSI, on est plutôt convaincu que le renforcement des mesures existantes qui sont valables contre le phishing habituel, la formation de l'humain, des bonnes plateformes de filtrage, le retour au process et aux procédures. Je dis toujours, et mes collègues également, dans le doute, respectez la procédure, faites le contre-appel, vérifiez auprès de votre collègue que c'est bien lui qui vient de vous appeler. Rien que ça, sortez de votre bureau et allez toquer à la porte du directeur financier qui vient de vous demander de faire quelque chose. Osez le faire. Allez vérifier auprès du directeur financier en personne, si on est au siège, que c'est bien lui qui vient de nous envoyer un mail pour un virement. Là, l'IA, elle ne pourra pas faire grand-chose, ou les arnaques, à moins de créer un hologramme dans le bureau du directeur financier, eh bien, on pourra bien s'assurer que c'est lui ou pas lui qui vient même de nous faire une réunion Teams. Donc, les moyens classiques de protection restent toujours aussi pertinents, et voire même encore plus pertinents que les moyens numériques pour contrer ces attaques. En tout cas, c'est notre conviction au niveau de l'espace RSSI. Juste peut-être un éclairage un petit peu différent et qui ne se base pas sur une réflexion technologique, mais c'est aussi se rappeler qu'on va demander à un humain de prendre des décisions. Et dans cette logique-là, la neuroscience nous dit qu'une bonne décision nécessite un temps de processing et qu'une quelconque décision que l'on prend en tant qu'humain en moins de 30 secondes a une chance raisonnable de ne pas être une bonne décision. Parce qu'on n'aura pas eu le temps de la processer correctement et de considérer l'ensemble des aspects liés à cela. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'il va falloir accepter très probablement de ralentir un certain nombre de workflows dans les entreprises. On est dans un monde de l'urgence. Tout est urgent, tout est pour hier et effectivement, rien ne peut attendre. À un moment ou un autre, si on ne met pas en place des mesures de gouvernance selon lesquelles on laisse du temps aux gens pour effectivement processer correctement des informations, développer leur sens critique, aller vérifier des choses et pouvoir répondre dans des délais de temps un petit peu plus raisonnables, on continuera d'avoir ces phénomènes selon lesquels, je dirais, l'ensemble des personnes sont quand même susceptibles de faire des erreurs. Alors, je reviens à des choses qui paraissent rien de technologique et très basiques, mais n'oublions pas qu'on essaie quand même de changer les comportements des humains. Et malheureusement, à ma connaissance, on reste toujours selon certains fondamentaux de la neuroscience qui laissent à penser qu'on ne peut pas faire beaucoup plus que ce que notre cerveau nous permet. Philippe, vous souhaitiez compléter ? Je vais revenir sur ce que me disait un de mes anciens professeurs. Alors, je n'étais pas à l'époque de la carte perforée, un petit peu plus récent quand même, mais dans le numérique, à l'époque, on parlait d'informatique uniquement. Un bon utilisateur ou un bon informaticien, c'est quelqu'un de BCBG. Beau crayon, belle gomme. Et effectivement, à un moment donné, je l'ai vu dans les ministères où c'est exactement ce qui est expliqué, il fallait apporter des réponses à des questions qui n'avaient même pas été encore posées. Et à un moment donné, c'est quel est le sujet ? Je me pose sur la table, je prends le temps de la réflexion. On va perdre quoi ? 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes. Il vaut mieux perdre 10 minutes et avoir un bon jugement, une bonne décision. Et l'humain reste au centre. J'aime beaucoup ce discours, mais ne pas prendre l'IA comme une fin en soi. Ce n'est qu'un outil.
Et comme tout outil, il faut raison garder. C'est les gens qui prennent l'IA comme une fin en soi, c'est juste catastrophique. Et c'est ces normes qui donc prennent de plus en plus d'ampleur. Je crois que les chiffres de Gartner montraient qu'on était à presque 20% des arnaques réalisées via l'IA. Donc c'est quand même conséquent et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui une bonne prise en compte de ce risque? Alors vous avez mené cette enquête auprès des RSSI, mais est-ce que plus globalement dans la profession, même dans d'autres cercles de réflexion, il y a une prise de conscience de ce risque? Et est-ce qu'il y a déjà des réflexions en cours sur tous ces enjeux? Alors là, je vais répondre en mon nom propre parce que ça ne fait pas partie de l'enquête, mais et je pense que vous l'avez peut-être constaté vous-même dans vos propres entreprises et organisations. L'IA en tant qu'accélérateur de production de contenu, potentiellement de support, voire peut-être même de remplacement de ce que pourrait être du support niveau 1, quel qu'il soit, des services clients niveau 1, l'aide à la production de contenu, à la rédaction finale de documents pour faire de la correction orthographique et grammaticale, sans dénaturer le contenu des propos, mais pour avoir des prises de notes qui deviennent vraiment un texte final. C'est des utilisations qui sont faites, et puis de l'IA prédictive au niveau marketing, au niveau vente, pour déterminer des stratégies, y compris d'acquisition, de logistique, etc. Ça, on le voit d'un côté. Et de l'autre côté, eh bien, même au niveau des métiers, parce que, eh bien, il y a un certain nombre de métiers qui commencent à se sentir en risque sur leur propre métier vis-à-vis de l'usage de l'IA, on est un peu en dehors de la partie arnaque, eh bien, prennent conscience par un autre biais du risque posé par l'IA. Et ce faisant, ils se posent des questions et demandent des réponses plus larges que leur inquiétude immédiate. Est-ce que mon métier va continuer à exister, qui est là pour le risque immédiat qu'ils voient, et sur l'ensemble de l'écosystème. Personnellement, chez nous, notre département communication marketing a déjà en tête les enjeux de propriété intellectuelle, est-ce qu'on va encore avoir besoin de graphistes débutants pour créer des visuels, et comment on doit accompagner ces personnes vers l'usage de l'IA plutôt que de faire eux-mêmes les visuels. Je l'ai dit, la possibilité de ne pas empiéter sur la propriété intellectuelle d'autrui, c'est important quand on fait des documents publics, mais aussi le fait de savoir que ce qu'on demande à une IA générative, prenant l'exemple de Midjourney, n'est pas susceptible de copyright. Donc on n'acquiert pas de droit de propriété intellectuelle sur un visuel que l'on a fait pour son entreprise. Et ce faisant, n'importe qui peut le réutiliser. Donc rien que dans ce métier-là, mais c'est vrai aussi pour d'autres métiers, eh bien, la prise de conscience du risque posé par l'IA, et donc qui entraîne des questions sur l'ensemble des risques que fait poser l'IA, eh bien, ça apparaît dans les différents métiers. Donc ça me rend assez confiant sur le fait que la bonne maîtrise de l'usage de l'IA est une préoccupation qui émerge déjà sans même que nous, RSSI, nous ayons besoin de le mettre énormément en avant. Donc ça, c'est plutôt un signe positif. Non, je voulais simplement rajouter par rapport à cela, mais des témoignages que nous pouvons avoir à notre niveau, que l'identification du risque, oui, ça je pense que c'est une évidence, et il y a tellement de battage médiatique autour du sujet que ce serait difficile d'omettre ce sujet. Par contre, des initiatives de gouvernance aujourd'hui dans les entreprises, et je n'en cite aucune, et je ne m'arrête sur aucune d'entre elles, sont encore trop peu présentes à mon avis. Et je pense qu'il y a nécessité de ralentir un petit peu l'ensemble de l'usage de ces outils aujourd'hui, avec des volumétries qui sont quand même assez considérables. On parle de 300 millions d'utilisateurs aujourd'hui d'IA générative dans le monde. On se donne une prédiction à quelques années de voir 700 millions d'utilisateurs. Si l'on ne met pas une forme de gouvernance, au moins dans les entreprises, si ce n'est dans la vie privée, autour du sujet, on court quand même à des catastrophes de grande ampleur. Donc je pense que le moment est venu de trouver une gouvernance, et je crois que par rapport à ça, c'est comme toujours, est-ce qu'on attend de nos États
de faire ça pour nous et de fournir une nouvelle réglementation qui fera que, je ne pense pas. Je pense qu'il y a plein de règles de gouvernance qui peuvent être mises en œuvre au niveau des entreprises et chaque entreprise doit prendre ses responsabilités pour au moins commencer à cadrer un peu les usages et ralentir certains usages qui sont malheureusement extrêmement dangereux. Et est-ce que ces exemples, enfin ces cas un peu retentissants, il y a eu le cas de Hong Kong qu'on a mentionné, mais il y en a certainement beaucoup d'autres, peut-être pas aussi impactants, mais en tout cas qui vont continuer à se multiplier. Est-ce que ça peut être aussi un moyen de mieux sensibiliser, sinon les entreprises, en tout cas les dirigeants, au risque cyber, tout simplement? Alors, je pense qu'il faudrait revenir, toujours pareil, j'aime bien les fondamentaux, revenir à l'analyse de risque. Si on ne fait que parler de la menace, c'est pas du risque, hein, la menace. C'est une partie de l'équation. Mais revenir aux impacts, et à ce moment-là, c'est accompagner. Il est quand même dommage, enfin, Schopenhauer disait que chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y a 3 stades. 1, c'est ridicule, 2, c'est dangereux. On est dans la phase aujourd'hui, c'est dangereux. Non, c'est pas plus dangereux qu'autre chose. C'est une nouveauté. Donc il faut l'accompagner, et la gouvernance, effectivement, en fait partie. C'est comment, à un moment donné, utiliser intelligemment un outil qui est mis à disposition. Mais ne jetons pas le bébé et l'eau du bain avec. C'est à un moment donné, il faut raison garder, là encore une fois, faire une analyse de risque, expliquer les dangers. Quand j'entends, et je l'ai vécu dans le monde de la santé, quand on a commencé à parler du numérique dans la santé, oui, il y a des métiers qui vont disparaître. Non, il y a des métiers qui vont se transformer, il y a des métiers nouveaux qui vont émerger, et tout ça, ça s'accompagne. Mais ne pas jeter l'opprobre sur l'IA, ça va permet des choses magnifiques. Je reprends le côté médical. Je suis désolé, mais il y a certaines analyses d'imagerie médicale qui seront beaucoup plus pertinentes avec de l'IA qu'avec le simple regard humain. En revanche, la décision finale, ça doit rester de l'humain. Et dans le domaine médical, justement, quels sont les risques spécifiques posés par les arnaques ou autres attaques d'OPLIA? Là, ce sont toutes les arnaques. Alors là, c'est encore plus dramatique. Ça peut être encore plus dramatique. C'est fausser, ça a déjà été fait, hein, fausser de l'imagerie, par exemple, et en fait occulter un cancer du sein chez une femme. C'est-à-dire qu'on a complètement fait disparaître donc ce qu'on appelle des grains de riz à un moment donné. Donc c'est tout petit. Il faut savoir le détecter. On peut au contraire à un moment donné dire tel individu, son état de santé, c'est pas terrible, il va falloir mettre du traitement particulier. Ça pourrait intéresser. Alors, si on veut vraiment être malveillant et faire dans le roman, le laboratoire pharmaceutique qui veut vendre telle molécule et qui, à un moment donné, grâce à l'IA, va diffuser des messages et complètement halluciner sur les diagnostics des médecins. Enfin, on peut tout imaginer. Maintenant, encore une fois, ce n'est qu'un outil. Et derrière, c'est de l'apprentissage, ça va être de la gouvernance, de la bonne utilisation, sachant que malheureusement, il y aura toujours quelques êtres malveillants qui vont l'utiliser. Est-ce que, Jean-Baptiste, dans l'étude que vous avez menée, que vous avez sans doute peut-être tous entre les mains, est-ce qu'il y a des cas d'usage en particulier qui sont particulièrement marquants? Je dirais qu'on les a couverts essentiellement par rapport à ce qu'on s'est dit. On amène les collaborateurs à avoir une grande méfiance sur tout ce qui est bien évidemment messages vocaux et vidéos suspects. Encore une fois, soyons cohérents par rapport à l'environnement dans lequel on travaille. Toute forme de demande qui paraît tout à fait inhabituelle par rapport à ce à quoi on est habitué nécessite un sens critique et donc prendre le temps de réfléchir à 2 fois ce dont on parle. Donc ça, oui. Sinon, aujourd'hui, pas grand-chose de plus, mais c'est déjà largement suffisant pour effectivement urgemment changer les comportements des gens par rapport à tout ça. Parce que tout le monde n'est pas prêt et il faut le faire très très rapidement. Et Antoine, est-ce que parmi les RSSI que vous avez interrogés, certains ont déjà mis en place des mesures, on a parlé de mesures, pas forcément en les citant, hein, mais est-ce que vous savez s'il y a déjà des mesures type gouvernance ou process qui ont été mis en place justement pour contrer ce risque naissant, mais quand même bien réel? Alors, c'est effectivement le cas. Je crois qu'il y a un confrère qui va nous faire un retour d'expérience sur une charte d'utilisation de l'IA qu'il a mis en place dans son entreprise au sein de l'espace RSSI. Donc oui, ce sont des réflexions qui sont en cours, voire déjà abouties. Certains, d'ailleurs même de nos confrères, on développe même
la recherche en termes d'IA au sein de leurs propres entreprises et pour lequel le RSSI est partie prenante. Donc oui, effectivement, ce sont pas des sujets en réflexion pour certains, ce sont déjà des sujets qui sont accomplis, voire même délivrés. Nous-mêmes, nous avons délivré des messages très simples vers les utilisateurs sur l'usage de l'IA générative, on va dire grand public, et puis après de s'adresser à la DSI si on a des besoins, ou à l'équipe data si on a des besoins plus précis, de manière à encadrer et bien accompagner les utilisateurs dans l'usage. On n'est pas là pour freiner l'usage de l'IA, certainement pas. Et puis un RSSI qui se mettrait, on va dire, tenterait de se mettre en barrage de l'usage de l'IA dans son entreprise serait tout simplement contourné, ignoré, marginalisé, voire ridiculisé. Donc non, ça c'est pas la bonne attitude. Il faut l'accompagner. Et puis même ça peut être une impulsion venue de très haut. L'inclusion de l'examen des risques liés par l'IA au sein de mon entreprise a été demandé par le PDG lui-même au moment de la revue de direction. Donc oui, c'est des choses, même au plus haut niveau, parce que c'est quand même un sujet qui est devenu un sujet de grand public, un sujet de concurrence, et donc le plus haut niveau de l'entreprise se pose des questions sur l'usage de l'IA, ce que ça va pouvoir apporter et les risques induits. Donc là-dessus, oui, collectivement, l'encadrement et l'accompagnement, plus que l'encadrement, l'accompagnement de l'usage de l'IA en toute sécurité et de la réponse à la menace posée par l'IA est complètement intégré maintenant dans la démarche intellectuelle des RSSI. Philippe, vous souhaitiez réagir, je vais que vous vous acquiesciez. Ouais, j'acquiesce parce que je suis totalement en phase. C'est à un moment donné, effectivement, c'est un sujet qui va falloir traiter. Quel que soit le niveau, si ça vient du plus haut niveau, c'est fabuleux, parce que là, il y a un sponsor déjà, au moins sur la discussion, donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis derrière, faire de la sensibilisation auprès des utilisateurs, auprès du grand public, ça, c'est peut-être ce qui manque le plus, parce qu'aujourd'hui, on ne montre que les volets négatifs de l'IA, alors qu'il y a des choses très drôles à faire. Moi, j'aime bien en sensibilisation, c'était quand tout le monde s'est engouffré sur l'IA, notamment ChatGPT 3, et beaucoup de RSSI qui sont amusés à poser la question: est-ce que les vaches pondent des œufs? Très drôle. L'IA répondait que non. Et quand on modifiait la question, quelle est la différence entre un œuf de poule et un œuf de vache, l'IA vous répondait que l'œuf de vache était beaucoup plus gros et voilà, beaucoup plus rare, qu'on n'en trouvait pas dans les magasins. Ça a évolué. ChatGPT 4, posez la même question, il va vous répondre que non, les vaches pondent pas d'œufs, et c'est à la limite que votre question est ridicule. Modifiez encore une fois la question. Quel est le temps de cuisson pour un œuf dur de vache à la coque? Il va vous expliquer que la recette n'est pas très courante, mais que, voilà. Et voilà, à un moment donné, c'est garder le sens critique. Moi, ce qui me fait très peur aujourd'hui, c'est que les gens prennent ça comme argent comptant. Parce que c'est une nouveauté, parce que c'est l'IA, que tout le monde en parle. Et notamment nos enfants, c'est à un moment donné, les éduquer à garder ce sens critique. On l'avait et on devait l'avoir dans le numérique, et on l'a perdu. Donc j'espère qu'avec l'IA, on va se rattraper là-dessus. Mais c'est vraiment garder ce sens critique. C'est peut-être un signal, une petite piqûre de rappel, une grosse piqûre de rappel même, à nous ramener aux fondamentaux. On a encore un petit peu de temps pour s'il y a des questions dans la salle. Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro. Ah, super. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'arrivée de l'ordinateur, où on est sur vraiment une autre dimension, avec cet aspect que quand c'est arrivé dans nos vies, ça allait remplacer et annuler énormément de métiers, que ça faisait peur, et que finalement, à force de formation, d'usage, de mise en place de chartes d'utilisation, on ne se verrait plus faire ça en fait. Alors, malheureusement, on se voit toujours faire ça. On a vu arriver les ordinateurs. Effectivement, il y a eu ces réflexions. On est dans le même contexte là-dessus. Malheureusement, les ordinateurs, ça a été très, très mal accompagné. Particulièrement mal accompagné. Et qu'aujourd'hui, là aussi, encore une fois, le numérique est considéré comme une fin en soi et non pas comme un outil. C'est catastrophique. Moi, étant dans les administrations pendant des années, voilà ce qui existait dans les textes. Et je veux que le programme fasse exactement la même chose, sans même se remettre en cause. Est-ce que c'est intelligent ce que je demande? On ne l'a jamais fait, ou très rarement. Que
accompagner les gens sur la conduite du changement, c'est très compliqué. Mais c'est expliquer aux gens comment s'en servir. Moi, je suis catastrophé quand on entend aujourd'hui, alors sans parler d'IA, juste les fraudes, les piratages sur ordinateur, sur le numérique. Je suis désolé, mais on n'a jamais appris aux gamins à s'en servir. Je sors d'une collectivité où on distribue à nos gamins des ordinateurs. Il n'y a pas un seul cours pour les accompagner en matière de sécurité. Et on leur met aujourd'hui dans les mains, parce qu'il y a des profs, c'est génial, on leur met de l'IA. Allez vous connecter sur ChatGPT, etc. Et les profs, après, qui en retour nous disent « Ah bah oui, ils nous mettent des devoirs, franchement, tip-top. » Oui, est-ce que c'est réellement le travail de l'élève? Donc là, il y a des craintes à garder, il y a des garde-fous à mettre, mais ça va être très compliqué si ce n'est pas accompagné. C'est bon. On parlait tout à l'heure de l'IA utilisée pour, je dirais, remplacer les tâches faciles et les tâches de débutants, et en laissant à l'humain la tâche d'expertise ou l'analyse critique. Donc, si on boucle, ces tâches de débutants sont souvent le moyen de générer les experts à long terme. Donc, comment générer les experts dans un contexte où les tâches basiques sont effectuées par l'IA? Je me permets une tentative de réponse. Non, je pense qu'il faut, l'acquisition de la connaissance restera une nécessité par rapport à l'humain, et la seule chose, c'est que l'IA générative va donner matière à avoir un accès à une connaissance, peut-être qu'on n'a d'ailleurs jamais explorée, beaucoup plus rapidement. Maintenant, je pense que l'éducation doit amener aussi à développer le sens critique autour de cette connaissance qui est mise à disposition, déjà pour en vérifier sa véracité, et puis d'autre part pour effectivement capitaliser là-dessus sur, je dirais, la réalité de l'acquisition de cette connaissance. Parce que l'expertise, effectivement, le fruit d'une connaissance acquise dans le temps et le fruit de l'expérience. Donc, je dirais, les fondamentaux de la pédagogie et de ce que l'on attend d'un humain pour en faire quelqu'un qui devient un expert restent toujours les mêmes. Par contre, les vérifications de connaissances devront être faites probablement différemment. Et je pense que toute l'éducation doit effectivement se révolutionner autour de l'usage d'outils de ce type. Ça, c'est une certitude. Oui, sauf que si on se place en entreprise, en général, c'est par l'intermédiaire des postes de juniors qui, acquérant de l'expérience, se développent pour arriver à des postes d'expertise. Or, si on remplace ces postes de juniors par de l'IA, générative pas, ou de l'analyse d'image, comme on parlait pour la radiologie, comment va-t-on générer les experts? Je ne suis pas partisan du dire qu'il va falloir remplacer tous les juniors en entreprise. Je pense que c'est une fausse information, c'est de la désinformation. Je pense que tel n'est pas l'enjeu et tel n'est certainement pas le sujet aujourd'hui dans les entreprises. Je pense qu'il faut imaginer faire réaliser des choses effectivement à valeur ajoutée pour l'humain en rapport avec ce que la machine pourrait générer pour elle. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous faudra pas des juniors en entreprise. Il faudra qu'ils soient utilisés peut-être différemment, mais un junior aura toujours la capacité en entreprise de devenir un expert un jour. J'en suis certain. Et si je puis me permettre, pour rebondir un petit peu, ce que fait un junior en entreprise aujourd'hui n'est pas ce qu'il faisait il y a 40 ans. Aujourd'hui, on n'apprend plus aux jeunes ingénieurs de travailler avec de l'encre de Chine, des règles, des rapporteurs et du papier A0 pour faire les plans. Ça a changé. On n'en prend plus la calligraphie avant d'aborder un traitement de texte. Où en agriculture, on ne commence pas par une charrue tirée par des bœufs avant de passer au tracteur. Donc demain, mes juniors, on va peut-être les former à utiliser l'IA au mieux, et peut-être effectivement qu'ils n'apprendront plus jamais les tâches de base qu'on fait encore aujourd'hui. Est-ce que pour autant ce sera un mal difficile à savoir, parce qu'on s'est déjà affranchi de tâches de base qu'on ne fait plus du tout, et que la mécanisation, quelle qu'elle soit, a remplacé. Et personnellement, je pense que l'IA va être une étape supplémentaire. En revanche, oui, il y aura quand même, et là, des experts qui devront apprendre à l'IA à faire ces tâches de base. Là, on est un petit peu dans le problème de l'œuf et de la poule, parce que si on n'a plus d'humains pour faire les tâches de base, comment l'IA elle-même va apprendre à les faire? Là, ça reste encore une question, mais finalement, on va passer à une étape supplémentaire, et mes juniors en entreprise seront déjà beaucoup plus productifs
que les juniors d'aujourd'hui. Et puis en fait, ce n'est qu'un un transfert temporel de ce qui s'est déjà fait. Quand, avant, je dirais, l'écriture, le savoir, les connaissances se faisaient oralement. Et puis quand l'écriture est arrivée, on a continué à former, mais de façon différente. Là, avec l'IA, ce sera de façon différente. Puis après, pour nous tirer à tous une balle dans le pied, moi le premier, sur le terme d'expert, quand j'étais DSI d'un centre de recherche, les chercheurs aimaient bien son taquin. Quand on ne connaît pas un sujet, qu'on ne peut pas le maîtriser, il faut l'enseigner. Et si on ne sait pas l'enseigner, on devient un expert. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Je pense qu'on peut dire que non, mais on a abordé déjà plein de sujets. Je crois que ce qu'on peut dire quand même de ce sujet, c'est au-delà des différents types d'arnaques qu'on a pu évoquer et qu'on commence à connaître maintenant, auxquels on commence en tout cas à être sensibilisé ici dans ce type de contexte, c'est sur les réponses. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse technologique et d'ailleurs, c'est pas forcément la réponse. On a parlé de gouvernance, on a parlé de process, de ralentir aussi. C'est intéressant, c'est un sujet dont on parle rarement à l'heure où tout accélère. Donc ralentir, le rôle de l'humain, évidemment, une conclusion à laquelle on arrive souvent en cybersécurité, l'humain reste souvent le dernier rempart. Voilà, donc je pense qu'on peut peut-être retenir parmi tout ce qu'on aura pu retirer de cette séquence, mais en tout cas, voilà, ces pistes de solutions vers la gouvernance, des process et le ralentissement peut-être des activités qui est toujours bon à prendre. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir évoqué tous ces sujets-là avec nous.